merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour le dernier journal de cette semaine. En voici les principaux titres dans votre sommaire. Vous entendrez Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II à New York au siège de l'Organisation des Nations Unies au terme d'une semaine dédiée à la sauvegarde des océans. Nous avons suivi les remises de prix et de la mention honorifique des rencontres philosophiques de Monaco. La cérémonie avait lieu au cœur du musée océanographique. Prix également remis à la femme de l'année. Le prix était remis du côté du Grimaldi Forum. Christine Datomel a assisté à l'après-midi lecture organisée par l'association Je lis, tu lis, nous lisons. Dominique Poulain a suivi quant à lui les 7 ans du CREM, le club des résidents étrangers de Monaco. Et comme chaque vendredi, vous retrouverez l'invité du week-end. Il s'agit cette semaine d'Olivier Arnoux, le cofondateur de Monacologie. Nous poursuivons notre série de reportages consacrés aux océans qui étaient à l'honneur tout au long de la semaine au siège des Nations Unies à New York. Vous allez d'ici quelques secondes entendre Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II avec qui Alexandra Pani et Sylvain Péroumal ont pu s'entretenir au terme des célébrations organisées le 8 juin, journée mondiale consacrée justement aux océans. La mise en œuvre de l'accord de Paris est l'un des engagements que nous devons tous réaffirmer ici. Le développement durable ne saura être assuré sans le respect de tous nos engagements internationaux. Cependant, la limitation des gaz à effet de serre n'aura que des effets de très long terme sur l'acidification des océans. Il s'agit, comme nous le savons, d'un phénomène lent que nous ne pouvons inverser en quelques années seulement. Les changements climatiques dans leur ensemble et l'acidification des océans en particulier doivent être combattus de façon intégrée et holistique. Cette semaine de cette conférence sur l'ODD 14, sur les océans, est un succès, même si on n'est pas encore à la fin et on n'est pas encore aux conclusions et à la déclaration finale, mais d'ores et déjà, tout le monde, je crois, enfin tous ceux avec qui j'ai pu m'entretenir, ont trouvé qu'il y avait beaucoup de bonne volonté. Il y a eu énormément d'actions qui ont été annoncées et de projets qui ont avancé. Et donc, je crois qu'il y a une bonne dynamique. Les problèmes sont bien identifiés. Enfin, il y en arrive toujours de nouveaux, malheureusement, mais ils ont été bien identifiés. Et tout le monde et tous les pays et toutes les organisations internationales qui étaient aussi ici, toute la société, les représentants de la société civile, les représentants des différentes sociétés, tout le monde a à cœur maintenant de vraiment s'atteler à trouver les meilleures solutions et surtout à aller plus vers l'action. Il y a toutes sortes de choses que l'on fait déjà sur la meilleure surveillance de la qualité des eaux, les différentes interactions que nous avons avec les organisations qui sont déjà en principauté, avec l'AIEA, avec l'Organisation hydrographique internationale, avec la réserve. On prend toujours soin de notre réserve du Larvoto. Et puis bien sûr les actions que fait ma fondation et que fait le gouvernement. Mais aussi c'était l'occasion de cette semaine sur les ODD 14, sur la présentation des explorations de Monaco, qui je crois était bien accueillie. Et tout le monde est très intéressé par ce projet, est très intéressé par le parcours du Yersin sur les 3 prochaines années. Nous allons aller dans des endroits quand même très reculés, très isolés, où il y a eu peu de recherches, où il y a eu peu d'expéditions qui ne sont pas allées depuis très longtemps dans ces lieux. Donc je crois qu'il y a vraiment un très grand intérêt scientifique. Nous vous parlions dans notre précédente édition du colloque de philosophie qui était organisé cette semaine en Principauté. Vous avez pu notamment entendre Mazarine Pinjot, Laurent Geoffrin ou encore Elisabeth Quint. Coup de projecteur aujourd'hui sur la cérémonie de remise de prix qui a eu lieu au musée océanographique. Les rencontres philosophiques de Monaco ont présenté gratuitement au public le colloque sur le thème de la conversation. Et avant de passer au temps fort, la remise de prix 2017, l'heure était justement à la conversation au musée océanographique et plus précisément à ses vertus lors de l'Agora des philosophes. Petite piqûre de rappel, l'Agora, si chère à Aristote, renvoie dans la Grèce antique au lieu de rassemblement public, forum ou place.
En quoi la conversation diffère-t-elle de la discussion ? Qu'appelle-t-on art de converser ? Que signifie parler, pour ne rien dire ? Des questions riches pour cette première partie de soirée, mise en scène par les étudiants de l'ESSAP, pavillon Bozio, et présentée par la journaliste Elisabeth Quint devant des amoureux de la philosophie. Le besoin de penser, de questionner et de construire un raisonnement critique demeure un besoin vital dans nos sociétés. Et nous avons pu constater tout au long de cette année où nous avons consacré des ateliers philosophiques tous les mois, donc cette année sur le thème du corps, un public fidèle et attaché aux rencontres philosophiques de Monaco, qui maintenant font pleinement partie de la vie culturelle monégasque. Nous avons su démontrer que la philosophie intéresse tout le monde, qu'elle peut être accessible sans jamais perdre en qualité et en exigence, et qu'elle est aussi sérieuse qu'accueillante et joyeuse. Et je tiens ce soir à saluer la qualité des interventions pendant ce colloque dédié au temps de la conversation. Je me remercie du fond du cœur tous les philosophes qui ont contribué à cette deuxième édition du colloque, et aussi les 5 finalistes du prix, Matthew Crawford, Emmanuel Lecocha, Jean-Claude Milner, Paul Dumouchel et ainsi que Will Kimlicka, qui nous font l'honneur ce soir d'être parmi nous. Et quelques minutes plus tard, justement, Charlotte Casiraghi, entourée des membres fondateurs Joseph Cohen, Robert Maggiori et Raphaël Zagouri-Orly, levait le voile sur le nom de l'écrivain et plus particulièrement le titre de l'ouvrage récompensé. Cette année, 5 livres étaient en lice: La vie des plantes, une métaphysique du mélange, Contact, pourquoi nous avons perdu le monde et comment le retrouver, Vivre avec les robots, essai sur l'empathie artificielle, Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux, et Relire la Révolution. Le lauréat du prix 2017 est Emmanuel Cocha. Les livres partent d'un constat qui est aussi les constats de la science contemporaine, c'est-à-dire que ce sont les plantes qui en produisent et qui produisent constamment notre monde, c'est-à-dire ils les font tout d'abord en ayant produit l'atmosphère dans laquelle nous sommes immergés et qui contient l'élément principal pour notre respiration, l'oxygène, mais ils ont aussi produit les mondes dans le sens qu'ils sont les producteurs originaires de la matière vivante en exploitant l'énergie du soleil et les dioxydes de carbone. Donc à partir de ces constats, j'ai voulu juste en tirer les conséquences et donc dire que pour comprendre ce que c'est les mondes, il faut donc comprendre l'origine du monde, la cause principale du monde, c'est-à-dire la vie des plantes. Donc c'est une espèce un projet cosmologique, mais qui se révèle être une espèce de botanique spéculative. Et est-ce que vous êtes heureux d'être récompensé justement pour cet ouvrage ? C'est un rêve. Tout d'abord, c'est un rêve d'être, comme j'ai dit, d'être récompensé à Monaco. Et ensuite, c'est un rêve parce que c'est un livre en effet très très personnel qui a très peu à faire avec ce que je fais même à l'université, qui relève d'un parcours d'éducation assez accidenté que j'avais suivi en jeunesse, que j'ai voulu d'une certaine manière réinvestir et c'est une surprise, un bonheur en fait. Nouveauté annoncée cette année, le prix de la Principauté, attribué donc pour la toute première fois à Jean-Claude Miller. Ce prix récompense un auteur pour l'ensemble de son œuvre. La mention honorifique 2017 a quant à elle été attribuée aux éditions de l'Éclat, représentées par Michel Valency, une maison d'édition qui s'est illustrée dans la publication d'ouvrages philosophiques importants au cours de l'année précédant l'attribution de cette mention. Sachez pour terminer que le rendez-vous se pérennise, bien sûr, le 3e colloque de philosophie qui aura lieu en 2018 a d'ores et déjà été annoncé. Un colloque soutenu par le gouvernement princier, la direction des affaires culturelles et la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Revenons à présent sur cet événement qui met les femmes à l'honneur chaque année. Les prix Monte-Carlo Femmes de l'année, édition 2017, ont été remis du côté de l'Indigo au Grimaldi Forum. 3 personnalités ont été récompensées. Le palmarès avec Émilie Rousseau. Le Grimaldi Forum, exceptionnellement en orange le temps d'une soirée. L'orange, la couleur choisie par les Nations Unies pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes.
Tout un symbole choisi par les organisateurs du prix Monte-Carlo Femmes de l'année. En effet, la 6e édition de cet événement mettait à l'honneur les femmes pour les femmes et notamment celles qui luttent pour leurs droits. Avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense que c'était un peu, pas une obligation, mais c'est venu très naturel de choisir la thématique. Il y a trop de nouvelles de violences, de femmes battues, tuées, de guerres, de viols, mais il y a vraiment de tout. On dirait que les femmes, soit elles sont maltraitées, soit elles sont des fantômes. Encore aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose d'inadmissible dans notre époque. Nous vivons dans un pays qui est formidable, comme des autres femmes. On a beaucoup de chance. Donc je pense que c'est une plateforme internationale, Monaco, qui peut mettre en lumière toutes ces problématiques et donner lumière à ces femmes pour les aider à continuer leur combat. Et les femmes distinguées ce soir militent depuis des dizaines d'années à leur façon. Aïcha Chena est marocaine. Elle a créé en 1985 l'association Solidarité Féminine qui soutient les mères célibataires dont leurs enfants sont nés hors mariage, des enfants considérés comme bâtards par la société. Son association accompagne donc ces personnes abandonnées, mais également un rôle de prévention. On peut amener les gens à réfléchir parce que ce n'est pas normal. Un être humain, pour moi, la créature de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur que Dieu nous a donné. Et on n'a pas le droit de fermer les yeux sur des bébés qui seraient jetés dans la rue. Et on n'a pas le droit de fermer les yeux sur les programmes d'éducation sexuelle des jeunes, filles et garçons, par les familles, par l'école, par les médias, par tout le monde, pour éviter des catastrophes. Parce qu'un enfant né en dehors du mariage gardera toujours cette plaie au fond de lui. Autre primée, Michelle Mitchell, la journaliste américaine et l'auteure d'un documentaire qui revient sur le viol des femmes subi pendant le génocide au Rwanda. Ce prix est vraiment une surprise pour moi. C'est toujours plaisant de recevoir un prix, surtout quand on ne s'y attend pas. Je voudrais le dédier aux femmes qui se sont manifestées, qui ont pris la parole contre tout espoir, alors que la plupart n'osaient pas le faire. Elles ont fait ça pour nous et je suis très chanceuse qu'elles aient voulu partager leur histoire. Nous avons ainsi pu attirer l'attention sur leur vécu, comme nous avons pu le faire ce soir, et je voudrais leur dédier ce prix, car ce sont ces femmes qui font le documentaire que j'ai réalisé. La troisième et dernière récompense de cette soirée aura été remise à sœur Anne-Marie Salomon. Au grand soutien de Monaco et des présents, cette médecin religieuse est longuement intervenue au Mali auprès des Touaregs, en assurant notamment le fonctionnement de l'hôpital des nomades. Je ne m'attendais pas du tout. Je savais que je venais à une réunion pour les femmes. Voilà. Et c'est un honneur aussi. Et c'est un honneur aussi pour les gens du Mali, du Nord Mali, et pour les nomades qui ont cru qu'on pouvait faire quelque chose avec eux et qui ont participé. 3 femmes d'exception auront donc été primées à l'Indigo. Elles succèdent ainsi à d'autres grands noms tels que la navigatrice Catherine Chabot ou la créatrice de mode Agnès B. Les archives audiovisuelles de Monaco célébreront le 13 juin prochain leurs 20 ans d'existence au cours d'une soirée qui s'articulera autour de 3 axes: la collecte, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine monégasque, à la fois audiovisuel et cinématographique. Écoutons à ce sujet Vincent Vatrican. C'est autour de ces 3 axes qu'on est en train de construire cette soirée. Collecter des fonds, enrichir les collections, le travail de sauvegarde proprement dit, qui est un travail long, fastidieux, mais nécessaire. Et derrière, la valorisation, c'est-à-dire comment réutiliser ces documents d'archives pour montrer ce qu'était le Monaco d'autrefois et pour essayer aussi de le faire interagir avec des images plus contemporaines, puisque nos images courent depuis les origines du cinéma jusqu'aux images de la chaîne locale Monaco Info, qui ont été tournées tout récemment. On va dévoiler au public le fait qu'à côté des images animées et des films, donc,
On a aussi une très belle collection d'affiches de cinéma liées aux films tournés à Monaco, une très grosse collection de documentation iconographique et d'ouvrages et d'imprimés. Ces collections servent à documenter les films. Il est arrivé à plusieurs reprises que grâce à un article de presse, une brève dans un vieux magazine, on identifie, on repère un film qui a été tourné il y a 80 ans à Monaco. Et donc pour nous, c'est le début d'une piste que nos Sherlock Holmes vont évidemment étudier en essayant de tirer le fil jusqu'à retrouver peut-être des images qui restent quand même la source de première main. Donc on va montrer évidemment des images, je disais, inédites, mais montrer aussi ce qu'est le travail d'identification. Il nous arrive de récupérer des images qu'on a du mal à identifier en termes de datation, en termes de lieu. On va montrer comment les documentalistes travaillent pour essayer de poser une date sur un document, d'essayer, en croisant différentes sources, d'arriver à identifier géographiquement un lieu qui semble comme ça, de prime abord, difficile à reconnaître. Donc il y a plusieurs angles d'attaque qui vont se superposer et grosso modo, la soirée va être construite de la manière suivante. Les archives racontent leurs 20 ans, 20 ans forts des archives audiovisuelles. Comme chaque année, l'association Je lis, tu lis, nous lisons organisait une après-midi festive au Parc Princesse Antoinette, dans le cadre bien évidemment de la fin d'année scolaire, mais aussi avec un objectif, celui de faire partager de jolis moments de lecture. Christine Datomel était sur place. Il était une fois une belle histoire. Tout au long de l'année, les mamies et papis lecture se rendent dans les établissements scolaires de la Principauté pour raconter de belles histoires aux enfants et pour développer leur goût pour la lecture. Des instants privilégiés qui permettent à ces grands-parents d'un jour de tisser des liens affectifs avec les petits, tous reconnaissants pour ces doux moments d'évasion. Une belle récompense pour ces retraités qui consacrent une partie de leur temps à nos chères petites têtes blondes. On va dans 9 établissements scolaires de la Principauté, c'est-à-dire surtout les maternelles et le primaire. Et on y va pendant les récréations de midi, de la cantine. Et on a deux groupes consécutifs de 15 minutes chacun, entre midi et 2 heures. Des liens secrets avec les enfants. Oui, beaucoup. D'ailleurs, quand ils nous voient dans les transports publics, les grands-parents sont très intéressés parce qu'ils disent « Oh, il y a mamie lecture, il y a mamie lecture !» Alors ils ne savaient pas d'où vient cette mamie. Voilà, et ils aiment beaucoup nous retrouver. D'une année à l'autre, si on les a en CP, on les a jusqu'à la 7e. Donc voilà. Développer le goût de la lecture chez la jeune génération en ouvrant différents horizons pour faire naître l'émotion à travers l'histoire et ses images, tout en s'appuyant sur la relation intergénérationnelle. Tels sont les objectifs de l'association Je lis, tu lis, nous lisons. C'est très bien parce que les enfants retrouvent leur mamie, lecture, et puis les enfants apprennent le contact avec les grands-parents. Moi, mon petit-fils n'aimait pas beaucoup la lecture et depuis qu'il a une mamie lecture dans son école, il demande à lire. Je trouve que ça apprend aux enfants à aimer la lecture. Voilà. Également mamie lecture depuis 15 ans, Mireille Lobonneau aime raconter de belles histoires aux petits et connaît bien les préférences de ses petits protégés. Ils aiment bien les fantômes, les sorcières, voilà. Les araignées. Les araignées aussi, oui. Alors, est-ce qu'il y a une histoire qui t'a plus plu qu'une autre? Tu sais pas, tout à l'heure, tu regardais quoi? C'était Ratatouille? Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. Et puis la lisse poire Le mot tordu qui m'a plu le plus. Le mot tordu, voilà. J'ai préféré le loup et le renard. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est rigolo parce que le loup, il se trouve toujours le plus marrant et que le renard, il se trouve toujours le plus moche et après, il se bagarre pour celui qui doit avoir la plus belle coupe du plus beau.
Après avoir écouté de beaux contes et s'être évadés durant quelques heures, les enfants ont eu le droit à un goûter coloré et sont repartis avec un livre en cadeau en attendant de retrouver après l'été leur mamie et papy lecture. Le CREM, le club des résidents étrangers de Monaco, vient de fêter ses 7 ans d'existence. Ouvert en 2010, le club comptabilise aujourd'hui plus de 400 membres d'une quarantaine de nationalités différentes. L'objectif, je vous le rappelle, est bien sûr de créer et de permettre de nouer des liens entre tous ces membres. Dominique Poulain. 7 ans, l'âge de raison. Période de grands changements et de développement pour le club des résidents étrangers de Monaco, qui vient de célébrer cet anniversaire dans ses locaux. Lorsque la présidente pense à ce club en 2010, elle est loin d'imaginer que le CREM connaîtrait cette notoriété grâce au programme d'activité qui est proposé aux membres. Je pense que le club correspondait à une demande des étrangers pour avoir un endroit où ils pouvaient se retrouver. Bon, je ne dis pas, il y a beaucoup d'autres clubs à Monaco, mais nous avons la chance d'avoir un endroit merveilleux donc qui nous a été prêté. Et je suis très heureuse, si vous voulez, du résultat obtenu. Je pense que les gens qui viennent ici, nos membres sont en général assez contents. Évidemment, on ne peut pas contenter tout le monde, mais je crois que nous pouvons être fiers d'avoir duré déjà 7 ans. Le club compte aujourd'hui près de 500 membres, de 41 nationalités différentes. Des anglo-saxons, des Suisses, des Belges, des Suédois ou encore des Français. La moyenne d'âge des membres a beaucoup évolué car le profil des résidents a beaucoup changé. Il y a de plus en plus de familles avec de jeunes enfants et des entrepreneurs qui voient en Monaco un lieu sûr pour développer leur vie personnelle et professionnelle. Au CREM, la moyenne d'âge se situe entre 30 et 40 ans. En 7 ans, plus de 1000 activités ont été proposées aux membres. Ateliers, visites, conférences, randonnées culturelles et soirées. Lorsque j'étais à Paris avec la princesse Grace il y a très longtemps, et je sais qu'au début je m'étais retrouvée tellement un petit peu perdue, disons, et je m'étais dit que les étrangers à Monaco devaient être aussi perdus, et nous avons quand même une énorme quantité d'étrangers, donc j'ai pensé peut-être que ça pourrait être une idée de faire quelque chose. Et puis grâce à l'aide naturellement du prince Albert qui a parrainé cette chose depuis le début, et puis l'aide aussi de Sir Frédéric et Sir David Barclay qui nous prêtent ce local, nous avons pu le réaliser. Un bilan qui résume le dynamisme du club, dont le but est de promouvoir les relations entre ses membres. Conséquence, un nouveau programme d'activité sera proposé dès le mois de septembre, avec notamment la création des petits dîners entre membres ou encore l'organisation d'événements multi-associations. Dans le reste de l'actualité, informations en bref et en images à présent. La mairie de Monaco accueillait les familles monégasques et leurs premiers enfants à l'occasion de la fête des mères et des pères, mercredi 7 juin en fin de journée. Le maire Georges Marsan, accompagné, vous le voyez, de nombreux élus, ont reçu donc ces familles. Dans son discours, le maire a rappelé combien il était important pour la mairie de Monaco d'accompagner les jeunes parents. La petite enfance reste l'une des priorités de l'action communale et de nombreuses réalisations sont menées par le service d'action sociale sous la houlette de son conseiller communal délégué à la petite enfance, Chloé Boscagli-Leclerc. Nous quittons Monaco-Ville, direction la rue de Milo et la galerie Déco & Beyond qui propose une toute nouvelle exposition, une série d'œuvres d'Emmanuel Régent. L'exposition a débuté le 8 juin et se poursuit jusqu'au 15 septembre. Et nous rejoignons à présent Monacologie où nous réalisons les plateaux de ce journal depuis le début de cette édition. Vous le voyez au Stars & Bars. Le concours Jeune Élec, la remise de prix a eu lieu en fin de semaine. Jeune Élec qui accompagne tout au long de l'année la jeunesse afin de la sensibiliser à la protection de l'environnement. Monacologie qui a reçu également le vendredi 9 juin la visite de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Mais nous allons tout de suite parler de tout ça avec notre invité de week-end, Olivier Arnoux. Olivier Arnoux, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir sur Monacologie.
On va bien évidemment parler de toute cette semaine qui a justement été marquée par l'édition 2017 de Monacologie. Mais avant cela, peut-être on pourra en profiter pour revenir un petit peu en arrière. Comment est née justement Monacologie ? Alors Monacologie est née d'une rencontre de personnes avec Didier, Kate et moi-même en 2004 et l'association Act for Nature pour laquelle je travaillais. Et on avait une volonté de montrer de manière concrète les actions qu'on pouvait mener, notamment en faveur de la protection de la biodiversité. Donc on a démarré d'un tout petit village avec très peu de monde. Oui, je m'en souviens. Au départ, quelques ateliers, quelques associations qu'on soutenait qui sont venues présenter leurs projets. Et puis c'était ouvert au grand public. Alors c'était un choix, mais on s'est très vite rendu compte au cours des années suivantes que le cœur de cible était les enfants et que les parents ne nous suivaient pas forcément. D'où cette volonté de resserrer et de fermer, malheureusement peut-être pour le grand public, mais d'ouvrir pour les enfants et de spécialiser le village pour de la sensibilisation aux scolaires. Et cela fonctionne très bien puisque on les entend et on les voit très certainement aussi à notre proximité. Les jeunes étaient au rendez-vous tout au long de cette semaine. Qu'est-ce qu'ils peuvent, j'allais dire, découvrir concrètement ? Ils peuvent partir à la rencontre de toutes ces personnes qui, j'allais dire, sont différentes, mais qui sont animées par cette même volonté, celle de protéger l'environnement. Tout à fait. Alors, c'est l'ouverture sur des institutions très fermées, citons notamment l'AIEA, qui est un laboratoire des Nations Unies, qui n'ouvre pas au public, qui a une mission d'Agence internationale énergie atomique. Ça peut faire peur. On sait que lors de la catastrophe d'Hiroshima, ils ont eu une mission pédagogique très intéressante. Et donc c'était une double mission. Déjà que les enfants puissent ouvrir leurs yeux et découvrir la fonction de ces laboratoires, ces missions, et aussi que ces laboratoires puissent créer des ateliers au niveau des enfants. Donc c'était le premier échelon le plus difficile. Ça a remarquablement bien fonctionné puisque l'AIEA est présente. Elle a même une année fait venir son laboratoire de Vienne, qui est spécialisé sur la recherche terrestre. Et aujourd'hui, ils développent avec nous des ateliers spécifiques par rapport à les différents niveaux de classe qu'ils peuvent recevoir, qui vont du primaire jusqu'au collège et au lycée. Alors j'ai cité que l'AIEA, mais on peut en citer bien d'autres. On a donc l'AIEA, on a maintenant des associations qui ont des actions concrètes sur le terrain, très axées sur la biodiversité, que peuvent être le CESMED qui travaille sur la protection des tortues marines au Grau du Roi, qui est un centre référent qui récupère des tortues blessées ou échouées dans la mer et qui va ensuite les soigner et les relâcher en mer. On avait il y a quelques années relâché avec vos équipes d'ailleurs une tortue en principauté de Monaco avec le musée océanographique. Ce sont des associations monégasques qui participent, Monaco Développement Durable. Ce sont des partenaires comme la SMEG qui nous soutient depuis la première année et qui, avec nous, développe chaque année des activités ludiques mais toujours avec une mission pédagogique. Vous les sentez justement réceptifs, j'allais dire, tous ces scolaires. Vous parliez alors du primaire au lycée, ils sont attentifs quand ils viennent sur place. Alors ils viennent sur une base de volontariat, donc à partir du moment où il y a une base de volontariat, il y a une certaine accroche. Les enseignants ont souvent préparé le sujet en amont, ce qui leur permet de vraiment focaliser leur visite. Au dire des animateurs, on a une très bonne capacité d'écoute, beaucoup de questions très pertinentes. Donc oui, la mayonnaise a bien pris. Alors on va maintenant, Olivier, parler plus particulièrement de cette édition 2017. Elle était, j'imagine, placée sous le signe de la biodiversité, mais plus particulièrement cette année aussi des fameuses ODD. Tout à fait. On a souhaité cette année s'ouvrir les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies, touchent la biodiversité, touchent le changement climatique, mais touchent aussi d'autres actions comme l'égalité des sexes, les inégalités, la santé. Et on a sollicité nos différents exposants pour arriver à 34 ateliers et chacun de ces 34 ateliers colle à un des ODD. Donc c'était ça le travail. On a notamment derrière nous une ambulance. Qu'est-ce que fait une ambulance en monacologie ? Cette ambulance, elle est déjà autonome énergétiquement, comme tout le village d'ailleurs.
Elle produit de l'eau chaude avec un système de panneaux solaires, elle produit de l'électricité et elle a pour vocation d'aller sur des sites isolés, pallier au travail de certaines des ONG pour amener un soutien. Donc là aussi, venir la montrer comment ça fonctionne et que les enfants puissent toucher du doigt vraiment ces fonctions. Et la camionnette que l'on voit derrière vous est dédiée au continent africain, c'est bien cela? Absolument. Elle est, il y a, je crois, un des premiers modèles qui sont partis ou qui vont partir au Mali, ensuite au Malawi, où cet exposant participe à des actions humanitaires depuis plusieurs années. Humanitaires, toujours liées à la biodiversité et comme le dit Nicolas Hulot, biodiversité et humanité, nos vies sont totalement liées. On ne peut pas gérer un projet humanitaire sans s'occuper de la biodiversité qui l'entoure et vice-versa. Pour parler des océans en particulier qui étaient à l'honneur au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York tout au long de la semaine, dans le cadre de la première conférence mondiale qui leur était dédiée, est-ce que vous avez le sentiment aussi que lorsque les jeunes quittent Monacologie, ils quittent Monacologie, j'allais dire, avec des solutions clés en main peut-être en se disant voilà, je vais peut-être aller à la plage cet été, mais par rapport à l'an dernier, je l'ai entendu sur Monacologie, il faut que j'évite de jeter des choses à la mer, il faut que je cherche des poubelles pour le tri sélectif sur la plage par exemple? Absolument, l'année dernière on avait une thématique sur les plastiques et on a parlé de la chaîne du plastique et des problématiques du plastique sur les océans qui touchent de la nanoparticule aux méga-déchets et qui touchent toute la chaîne alimentaire. Et notamment les déchets sur les plages qui sont les plus visibles, puisque les autres malheureusement ne sont pas visibles mais tout aussi présents. Et les enfants, quel que soit leur niveau, ils sont sensibles. Prenons pour exemple les deux classes de lycée cette année, de FANB et du lycée Albert Ier, qui viennent parler de la problématique de l'eau et d'une eau pure. Et le plastique rentre aussi dans la pollution de l'eau, surtout en site isolé. Nous arrivons au terme de cette semaine. Quel bilan pouvez-vous, Olivier, dresser pour cette édition 2017 ? Un petit peu éreintante, 34 ateliers, beaucoup d'enfants. On a eu beaucoup de succès puisque cette année, l'ISM apporte des classes supplémentaires par rapport aux classes qui sont déjà programmées par la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Et donc, on a vraiment touché du primaire au lycée. À notre gauche, on a un bateau, je crois que c'est un des plus beaux exemples avec le lycée technique. Avec des panneaux solaires, oui. Qui est venu présenter un projet qu'ils ont créé de toutes pièces d'une page blanche, c'est-à-dire la construction d'un bateau, sa réalisation avec différents corps de métier, différentes spécialités et des panneaux photovoltaïques et une motorisation qui va permettre à ce bateau de participer à un challenge des bateaux électriques au Yacht Club très prochainement. Donc bilan positif encore une fois. Une toute dernière question. Je sais que cette journée du vendredi 9 juin est marquée par la visite sur place de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Il est, j'allais dire, le premier défenseur de l'environnement en principauté. J'imagine que sa venue, sa visite, chaque année est importante à vos yeux. Elle est cruciale à nos yeux. On connaît son engagement. On a eu l'occasion pour certains d'entre nous de voyager récemment dans les îles Éparses pour lui montrer un autre volet de la biodiversité dans des territoires absolument indemnes de l'impact humain. Et que le souverain vienne à la descente de son avion des États-Unis. Justement de New York, oui. De New York, il est en vol, il va atterrir dans 1 heure pour venir sur Monacologie. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel et de fort et on lui est très reconnaissant. Alors il ne verra pas d'enfants ou peu d'enfants puisque c'est un moment de pause, mais il souhaitait personnellement visiter tous les exposants et cette date est inscrite à son calendrier et c'est très important pour nous. Olivier Arnoux, merci beaucoup. Merci. Félicitations et bravo pour Monacologie. Travail d'équipe, on le mesure et on a pu le mesurer d'ailleurs tout au long de la semaine puisque des reportages consacrés à Monacologie ont été justement diffusés sur Monaco Info, mais c'est bien de le rappeler, effectivement, c'est un vrai travail d'équipe. C'est pas Olivier Arnoux qui a été dédié, c'est toute une équipe qui nous entoure à l'organisation, de bénévoles majoritairement, et puis ensuite le gros travail de tous les exposants, ce sont des journées longues, prenantes, mais avec une mission commune et une motivation commune qui perdure et on espère que ça va continuer. Et notamment pour, j'imagine, l'édition 2018 l'année prochaine. Tout à fait. Olivier, encore merci. Merci à vous. Et très bonne fin de journée. Merci. Merci. Voilà donc pour cette édition 2017 de Monacologie qui a refermé ses portes le 9 juin. Passons à présent à vos prévisions météo. Samedi, une belle journée de rares nuages, peu de vent, température comprise entre 22 et 27 degrés.
Dimanche, maintien du temps sec, ensoleillé, calme et chaud. Lundi, un soleil et quelques nuages, température comprise entre 23 et 28 degrés. Mardi, un temps assez ensoleillé, des températures stationnaires élevées pour la saison jusqu'à 28 degrés pour les maximales. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Sachez que tout au long du week-end, les amateurs de natation ont rendez-vous en direct sur Monaco Info puisque vous pourrez retrouver le Mare Nostrum qui se déroule au Stade Louis II. À très bientôt.